A comme Afrique, célèbre continent en forme de pomme de terre nouvelle. Au nord, l'Afrique est peuplée de chèvres, appelées biques, et d'arabes, appelés également biques, mais de loin, car certains sont susceptibles. Les Arabes, fréquemment matinés de berbères, forment un peuple fier et orgueilleux avec un tapis sur l'épaule. Ils envahirent la France bien avant le mildiou, mais furent arrêtés à moitié dans le Poitou. Nous leur devons les chiffres arabes, le chewing-gum arabique et la virilité glacée de nos tours sarrasines. Au sud, l'Afrique est peuplée de Noirs qui répondent au nom de Mamadou, sauf au Sahel, où ils ne répondent rien du tout à cause du sable dans les oreilles et de l'intolérable souffrance irradiant sans trêve leur paroi stomacale desséchée par la faim atroce et palpitante qui les raye un à un de la carte du monde dans l'indifférence placide des nantis du Nord assoupis dans leurs excès de mauvaise graisse. Les Noirs ont le rythme dans la peau sur les os et les os dans le nez. Peu doué pour la planche à voile, le ski de fond, le merchandising et la bourrée poitevine, le Noir moyen, à sa naissance, présente peu de chances de devenir un jour président des États-Unis. Pour l'y aider, néanmoins, l'homme blanc, reprenant à son compte une vieille coutume appelée esclavage, l'envoya gratuitement en Amérique où il fit merveille dans les plantations de coton. Au début, les Américains ne virent dans l'homme noir qu'un grand enfant, mais peu à peu, ils durent se rendre à l'évidence, c'était également un excellent appât pour la chasse à l'alligator. Quand un blanc dit qu'un noir est con, on dit que le blanc est raciste. Quand un noir dit qu'un blanc est con, on dit que le blanc est un con. Ce en quoi on a tort. On peut très bien être noir et con. Sauf en Afrique du Sud, où seuls les blancs sont cons, apartheid. B comme Bastille. La. Célèbre forteresse construite à Paris à la porte Saint-Antoine entre 1370 et 1382. Ce fut d'abord une citadelle, d'où les militaires aimaient s'entretuer, mais c'est en tant que prison d'État qu'elle commença à connaître une notoriété que lui envient aujourd'hui encore bien des maisons d'arrêt pourtant cotées aux hit parades des QHS. Le plus célèbre prisonnier de la Bastille fut évidemment Voltaire. Le moins célèbre fut Jean-Paul Petit-Boudu. Moi-même, je ne sais même pas qui c'est vous dire. Rappelons que la Bastille était quasiment vide lorsqu'une brassée d'excités la prit vaillamment d'assaut un jour d'été 1789. C'était la révolution des bourgeois. Ils sont toujours au pouvoir. C comme Cannes. 06400. Chef-lieu de canton des Alpes-Maritimes. Arrondissement de Grasse. 71 247 habitants en comptant les femmes et les juifs. Au lieu du tourisme balnéaire international, célèbre pour sa croisette bordée de palmiers et pleine de cônes emperlousés traînant des chihuahuas, Cannes brille surtout pour son festival annuel du cinéma, où les plus notables représentants de la sottise journalistique parasitaire côtoient les plus éminentes incompétences artistiques internationales entre deux haies de barrières métalliques où, sinistrement empingouinés, le Havane en rut ou la glande mammaire au vent, pressés, tassés, coincés, luisants comme des veaux récurés qu'on pousse à l'abattoir, tous ces humanoïdes chaleureusement surgelés se piétinent en meuglant sous les brames effrayants des hordes populaires. Hormis le congrès annuel des garçons de bain cégétistes et les soirées gourmettes chez Régine, peu de réunions mondaines laissent suinter tant de vulgarité. Mais Cannes n'est pas seulement le paradis des pellicules. À s'y promener l'hiver, on s'aperçoit bientôt qu'elle forme avec Nice, sa voisine, l'un des plus grands mouroirs à rupins du monde. Au moindre rayon de soleil, vieux poussins frileux, ils s'extraient en tremblant de leur béton cossu, odieusement pomponnés en yachtmen ou en princesses des 1001 rides. Doucement, à petits pas, ces fossiles dorés s'en vont moirer encore le cuir fripé brincaca de leurs vieilles têtes, aux traits déjà morts à force de chirurgie, de lassitude et d'ennui confortable. Sur le coup de midi, ils iront chipoter du groin au-dessus d'un homard, avant de se recroqueviller sur leurs coussins d'or pour une sieste agitée de remords tardifs et de renvoi de sauce rouille. Puis, si le crépuscule est tiède, trottineront vers le port de Plaisance pour aller caresser leur bateau à moteur en acajou super barbès, d'où ils ne partiront plus jamais debout, mais sur le pont duquel, quand le temps reste clair, ils s'appuient encore au haut banc, leur nez refait pointé vers Dieu pour lui demander s'il existe. D comme Douaumont, 55 100. Commune de la Meuse, arrondissement de Verdun. Point fort de la défense de Verdun, théâtre de violents combats en 1916. L'ossuaire de Douaumont est très joli. Il contient les restes de 300 000 jeunes gens. Si l'on mettait bout à bout tous les humérus et tous les fémurs de ces garçons, et leurs 300 000 crânes par-dessus, on obtiendrait une ravissante barrière blanche de 2476 km pour embellir le côté gauche de la route Moscou-Paris. Le sacrifice des 300 000 morts de Douaumont n'a pas été vain.
Sans Verdun, on n'aurait jamais abouti à l'armistice de 1918, grâce auquel l'Allemagne humiliée a pu se retrouver dans Adolf Hitler. Hitler sans lequel on n'aurait jamais eu l'idée, en 1945, de couper l'Europe en deux, de façon assez subtile pour que la troisième soit désormais inévitable. E comme Éluard. Christian Baptiste Paul, dit Cricri. Fils caché de Paul. Cricri Éluard doit aujourd'hui encore à la notoriété de son père d'être resté dans l'ombre, bien qu'il habite Nice, plein sud, face au Goudron. Des écrits de Cricri, peu méritent d'être cités dans le présent ouvrage. Nous leur préférerons cette admirable page de Paul Éluard. Sur le collier du chien que tu laisses au mois d'août, sur la vulgarité de tes concours de paix, sur l'étendard nazi et sur le drapeau rouge, sur la rosette au coin du vieillard officiel, sur les blousons kaki, sur les képis dorés, sur le cul blanc des féministes, sur le mandrin des misogynes, sur le béret obtus des chauvins aveuglés, sur la croix des cathos, le croix des athées, sur tous les bulletins et sur toutes les urnes où les crétins votants vont se faire entuber, sur l'espoir en la gauche, sur la gourmette en or de mon coiffeur de droite, sur la couenne des connes aplaties sur les plages, sur l'asphalte encombré de cercueils à roulettes, sur les flancs blancs d'acier des bombes à neutrons que tu t'offres à prix d'or sur tes impôts forcés, sur la sébile humiliante et dérisoire qu'il faut tendre pourtant à tous les carrefours pour aider à freiner l'ardeur des métastases, sur le mur de la honte et sur les barbelés, sur les fronts dégarnis des commémorateurs pleurant au cimetière qu'ils ont eux-mêmes empli, sur le petit écran qui bave encore plus blanc, sur l'encéphalogramme éternellement plat des musclés des Miss France et des publicitaires, sur l'étendard vainqueur de la médiocrité qui flotte sur les ondes, hélas abandonné aux moins méritants des handicapés mentaux, sur la Bible et sur Mein Kampf, sur le Coran frénétique, sur le missel des marxistes, sur les choux-fleurs en trop balancés aux ordures quand les enfants d'Afrique, écartelés de faim, savent que tu t'empiffres à mourir éclaté, sur le nuage, sur la lune, sur le soleil atomique, sur le cahier d'écolier de mes enfants irradiés, j'écris ton nom. Homme. F comme François, prénom masculin signifiant littéralement « mon Dieu, quel imbécile ». Du celte franc, mon Dieu, et soi, quel imbécile. En effet, tous les gens qui s'appellent François sont des imbéciles, sauf François Cavana, l'écrivain, François Châtelet, le philosophe, et François Cuset de chez Citroën, qui a honoré l'auteur de son amitié pendant leur incarcération commune au 18e régiment des transmissions à Épinal. Tous les François sont des imbéciles. La preuve en est que lorsqu'ils croisent un imbécile, certains l'appellent François. Plus souvent, l'ambition, pour ne pas dire l'arrivisme des François est à la mesure de leur imbécilité. Quand ils sentent le vent tourner, grâce à leur instinct d'imbécile, les François n'hésitent pas à s'engager dans la résistance en 43, 44, 45, voire pour les plus sots en 46. Grâce à la longueur de leur croc, qui laisse des traces sur les moquettes ministérielles, où ils plient l'échine jusqu'à ramper pour obtenir la moindre poussière de pouvoir, les François peuvent espérer se hisser un jour sur le plus élevé des trônes, celui du haut duquel, dans l'ivresse euphorique des cimes essentielles, l'imbécile oublie enfin qu'il est posé sur son cul. Alors serein, chafouin, Benoît, plus cauteleux que son Hermine et plus faux que Loyola, il entraîne paisiblement le royaume à la ruine en souriant comme un imbécile. G comme Gaulle, Charles II. Général et homme d'État français né à Lille, 1890-1970. Né dans une famille pauvre mais digne, noble mais propre, Charles de Gaulle fut élevé dans l'amour de la patrie, le respect du drapeau, la dévotion à Jeanne d'Arc et la foi en Dieu, sans qui l'oiseau qui trille, le ruisseau qui chante et le cancer qui ronge n'existeraient pas. Bon élève, bon camarade, Charles souffre dès l'enfance d'une timidité presque maladive, due sans doute à son aspect physique étonnant. À 12 ans, il est déjà grand comme une planche à voile, avec de beaux yeux lourds d'épagnols déçus, un menton fuyant les mondanités, sous une bouche d'une tristesse de Chopin, surmontée d'un nez plus grand que mon interphone. En 1913, au bal des petits Lillois, cet appendice nasal considérable fait forte impression sur la jeune et belle Yvonne de Taison-nos-Émois, qui avait ouï dire que plus un homme avait le nez long, plus longue était son espérance de vie. Elle l'épouse à Saint-Mauroy, c'est la joie, et la guerre de 14 peut commencer. Après l'armistice, comme tous les militaires quand ils n'ont personne à tuer, Charles s'emmerde. Fort de son expérience au front, et très inquiet de l'ampleur du réarmement métallique allemand, il met en garde ses supérieurs dans un livret intitulé « Au fil de l'épée », qui fera pouffer le général Gamelin, futur commandant en chef des forces françaises de septembre 39 à juin 40, période au cours de laquelle il fit preuve d'une si considérable inefficacité stratégique qu'il n'a même pas sa photo dans le Larousse. Le 16 juin 1940, à midi, il fait 27 degrés à l'ombre à Paris. Écœuré, De Gaulle gagne l'Angleterre le 17. Le 18 juin, d'un bureau climatisé de la BBC, il lance un appel du même nom.
au terme duquel il demande aux Français de résister à la chaleur en allant batifoler dans les sous-bois jusqu'à ce que ça fraîchisse. Le 6 juin 1944, enfin, le thermomètre n'affiche plus que 13 degrés à 6 heures du matin. On peut faire du bateau au bord des plages normandes sans risquer l'insolation. Ce jour-là, on verra même des Américains, tous de grands enfants, se baigner tout habillés pour aller pêcher le pruneau de mer. « Mets ta laine !» dit Yvonne de Gaulle à son mari, qui sort pour prendre le pouvoir sous la pluie. Les vivats surexcités de milliers de connards gelés, fébrilement occupés à retourner leur veste, l'accueillent sur les Champs-Élysées et renforcent en lui l'idée que les Français sont des veaux. Écœuré pour la seconde fois, de Gaulle laisse bientôt ses bovidés s'entrebrouter sans lui. Le cœur lourd et la déroute sous le bras, il va vivre à la campagne. C'est là qu'il rédigera, d'une plume étonnamment fine chez une cigogne de sa corpulence, des livres immenses auprès desquels les catalogues et les mots-passanteries des roitelets d'aujourd'hui font figure de bouches-vitrines pour la gare Saint-Lazare des pare-banlieues. Le 13 mai 1958, à midi, sur les marches du Forum d'Alger, il fait 31 degrés à l'ombre. Les chevaux et les militaires commencent à piaffer. « Seul de Gaulle peut nous tirer de là », s'écrie le roi kaki local au bord de l'apoplexie insolationniste. Le 18, de Gaulle et les cocus sont au balcon, immenses et solitaires face à la foule, les bras et les jambes écartés en signe de ventilateur. Le général, mais vous ai-je seulement dit qu'il était général, lance son fameux « Je vous hais, compris ?» La foule crie bravo parce que c'est la foule et qu'elle est malentendante, pour ne pas dire sourde, et mal comprenante, pour ne pas dire sotte. Par la suite, il fera de plus en plus chaud. « Cet homme nous a trahis », meuglera la foule. À Paris, cependant, le fond de l'air est frais. Mieux vaut un bon petit froid sec qu'une mauvaise petite pluie fine, mais tout de même mets ta laine, dit Yvonne de Gaulle à son mari qui sort ramasser le pouvoir sous la brise. Il le gardera plus de 10 ans. Puis s'en ira mourir à petits pas forestiers et tombera sur la mousse à grand fracas de chêne abattu. Depuis, nous n'avons plus de grands hommes, mais des petits qui grenouillent et sautillent de droite et de gauche avec une sérénité dans l'incompétence qui force le respect. J comme Jaurès, Jean. Homme de gauche intelligent et honnête, né à Castres en 1859, mort à Paris en 1914. Professeur de philosophie au lycée d'Albi dès l'âge de 25 ans, il est très aimé de ses élèves auxquels il sait parler de Kant avec humour, d'une très belle et très forte voix chaleureuse qui va bien avec sa grosse barbe carrée. Malgré sa grande propreté morale, il devient député du Tarn. À la Chambre, son éloquence, sa très grande érudition et l'émouvante sincérité de son discours social réveillent parfois ses collègues. En 1893, il adhère au socialisme par conviction, authentique, et organise l'unité du Parti socialiste dont il devient le chef sans intriguer. Il fonde l'Humanité, qui est alors un journal de gauche. Dans son livre « L'épreuve », qu'il publie en 1898, il prend vigoureusement parti pour le capitaine Dreyfus, par l'effet d'un besoin incontrôlé, instinctif et irrépressible de justice, dont les manifestations ostensibles lui valent le mépris d'une bonne partie de son électorat prolétaire et petit bourgeois. Sinon, les enfants l'aiment bien, et ils caressent les têtes des chiens qui passent, même quand il n'y a pas de photographe de presse autour. D'une constitution physique très robuste, Jean Jaurès, selon son médecin personnel, était bâti pour vivre 150 ans. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, ne voulut pas que cet homme de bien connût le déshonneur de voir les néo-socialistes au pouvoir en France dans les années 80. Aussi le fit-il assassiner en son temps par un imbécile extatique très attaché aux idéaux guerriers. K comme Kafka, Franz. Écrivain tchèque de langue allemande, né à Prague, 1883-1924, auteur de romans, Le procès, Le château, de nouvelles et d'un journal intime qui exprime le désespoir de l'homme devant l'absurdité de l'existence. Kafka était juif, mais il n'en tirait ni joie, ni fierté, ni honte, ni tristesse. En réalité, Kafka ne tirait ni joie, ni peine de rien, ni personne. Simplement, il se sentait mal à l'aise depuis ce matin de 1883, où, alors que tout allait bien pour lui, il est né. Il conçut de cet événement un dégoût inexplicable qui ne le quitta qu'au jour de sa mort. Toute sa vie, cet homme marcha à côté de sa tête. Il avait la vie comme on a le cancer, et se heurtait aux conformités, tel le cafard enfermé butant au mur, sans jamais trouver la faille au trou noir salvateur. Il avait le désir d'aimer, mais ne savait pas. Souvent lui venait l'envie de dire « Bonjour, homme, mon frère, mon semblable, mets ta main sur mon épaule, porte un peu mon chagrin, viens chanter dans ma vie. » Mais quelque chose l'en empêchait, et il disait « Bonjour, monsieur Odradek, espérons qu'il ne va pas pleuvoir. » La nouvelle la plus connue de Kafka, c'est plutôt un roman de près de 100 pages, s'appelle « La Métamorphose », dit Verwandlung. Comme l'essentiel de son œuvre, elle a été traduite en français par Alexandre Vialat, qui est assurément l'un des plus grands écrivains de ce demi-siècle,
ce ne sont pas les trous du cul du nouveau roman qui me péteront le contraire. En effet, le travail de Vialat sur les textes de Kafka ne relève pas seulement de la simple traduction, c'est la même musique et la même chanson, et c'est normal car ces deux hommes étaient infiniment semblables, éblouissants d'intelligence, pétris du même humour sombre, l'un et l'autre perpétuellement en état de réaction lucide contre l'absurdité fondamentale des guichetiers infernaux de l'administration des âmes. Vialat avait le désespoir plus souriant, Kafka la dérision plus maladive. Mais ces deux-là suivaient le même chemin. Méfiez-vous des contrefaçons. Si vous ne possédez pas à fond la langue allemande, ne lisez de Kafka que les traductions garanties Vialat. Les autres doivent être considérés comme des interprétations libres, aussi loin de Kafka que les improvisations d'Yvette Horner sont loin des concertos brandebourgeois. L comme Larminier. Pierre Henry, homme de science et chercheur français, célèbre pour avoir vaincu le cancer, 1931-1984. Infirmier dans le service de cancérologie d'un hôpital de la région parisienne, Larminier devait constater, après de nombreuses observations et recoupements effectués en 1983 sur plus de 2000 cas, que 1. Les patients venant la première fois en consultation de cancérologie s'y rendent par leurs propres moyens, seuls et sur leurs deux jambes, parfaitement valides. 2. À chacune des visites suivantes, les patients donnent des signes de plus en plus visibles d'épuisement. Certains, même très jeunes, perdent subitement leurs cheveux et deviennent progressivement bouffis de visage, comme sous l'effet de certains poisons ou alcools absorbés à dose toxique. 3. Dès que ces patients cessent de se rendre chez leur cancérologue, leurs troubles disparaissent, leurs cheveux repoussent, leur visage reprend un aspect normal et leur fatigue générale s'estompe. 4. Si, après un laps de temps moyen évalué par Larminier à 2 ans minimum et 7 ans maximum, ces patients retournent voir leur cancérologue, les troubles cités plus haut s'installent à nouveau et cette fois de façon irréversible. 5. L'observation de ces phénomènes prouve donc de façon formelle que le cancer est une maladie provoquée par les cancérologues. N comme Noël. Nom donné par les chrétiens à l'ensemble des festivités commémoratives de l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, dit le Nazaréen, célèbre illusionniste palestinien de la première année du 1er siècle pendant lui-même. Chez le chrétien moyen, les festivités de Noël s'étalent du 24 décembre au soir au 25 décembre au crépuscule. Ces festivités sont le dîner, la messe de minuit, facultative, le réveillon, le vomi du réveillon, la remise des cadeaux, le déjeuner de Noël, le vomi du déjeuner de Noël et la bise à la tante qui pique. O comme Océanie, un des 5 continents, poliment méprisé par la plupart des 4 autres. L'Océanie est un archipel compris entre l'Asie à l'ouest et l'Amérique à l'est. Certaines de ces îles ne sont que des atolls madréporiques, offrant de singuliers paysages tout à fait incroyables et peu prévisibles dans l'imagerie traditionnelle du Bellifontain moyen. Les habitants de l'Océanie sont les Papouins, les Javaniques, les Australous et les Malaisés. Certains portent des plumes autour des pieds, d'autres vont fesses au vent, d'autres encore mangent des chiens et appellent leurs cochons kiki au lieu de faire le contraire. Les animaux océaniens sont l'émeu, le galéopithèque, le dingo, le nasique, le koala, l'aptérix, le cygne noir, le gibbon soucieux, l'ornithorynque, la lyre jacasse, qui n'a pas sa langue dans sa poche, et le kangourou non plus. L'Océanie produit du café, des épices, du quartz aurifère, du camphre et de l'indigo, qui donne son bleu soutenu à la moquette de la salle des fêtes de l'association sportive de Fontainebleau. P comme Paris. Ville de France, aux murs chargés d'histoire, et au sol couvert de crottes de chiens. Les premiers habitants de Paris s'appelaient les Parisiens à cause de leur habileté à glisser et à freiner dans les crottes. R comme Rézère, Jean-Marc. Philosophe français né d'un péché de la chair et mort d'un cancer des os. 1941-1983. S comme Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Station de bain et port de pêche vendéen entre Saint-Jean-de-Mont au nord et les Sables d'Olonne en dessous. La plage est belle et le sable est fin. De mi-juillet à la fin août, l'ouvrier parisien debout dans son caleçon coloré, les mains sur les hanches et tourné vers le large, se demande ce qu'il fait là. Il a le nez flamboyant au noroît, le cheveu qui moutonne à la brise, le regard étale, et l'humour à marée basse sous le flot montant des jacasseries balnéaires de sa belle-mère toujours recommencée. C'est une plage comme une autre, avec des joies simples de plage et des jeux qu'on ébauche sans jamais les finir, avec de variqueuses épicières que la marée surprend et de bruyants fraiseurs sertiseurs,
couché dans le clapot, la fraise sertie d'algues mortes et le nombril ensablé. Au midi surchauffé, des cônes définitives brûlent au second degré avec un soin extrême, se craquellent et se cloquent sans frémir d'un orteil, dans l'espoir fou de se donner au cuir la couleur brun luisant des cacas bien portants. Parfois, quand le vent souffle de la terre, des enfants d'imbéciles disparaissent au large sur le matelas pneumatique publicitaire des moteurs font la bise. La mouette s'inquiète à peine de leurs cris déchirants quand le froid les saisit à la une. Curiosité locale, Saint-Gilles-Croix-de-Vie est la seule ville de bord de mer au monde où les pouvoirs publics ont pensé à mettre des baraques foraines et des parkings automobiles tout autour du port afin que les touristes ne puissent jamais voir la mer et les bateaux. C'est une curiosité pétaradante qui mérite le détour, encore qu'on puisse jouir du même paysage sans quitter Clermont-Ferrand. Thé comme le Tintoret, Jacopo Robusti. Peintre italien né à Venise, 1518-1594. On lui doit un grand nombre d'œuvres religieuses ou historiques, remarquables par la fougue inventive et la puissance du coloris. La plupart de ses œuvres sont au Palais des Doges de Venise et à la Scuola di San Rocco, à Venise également. On ressent assez vite à la contemplation d'une toile du Tintoret un léger ennui qu'on ne retrouve pas à la lecture de Fluide glacial, où Edica dessine très bien les bites. V comme Vivaldi, Antonio, compositeur italien né à Venise, 1678-1741. Célèbre virtuose, auteur de musique religieuse, d'opéra, de sonates, de symphonies, il a imposé le concerto à 3 mouvements et le couvre-feu à 22 heures sur la Piazzetta di San Marco, dont il fut le vicaire borné pendant plus de 20 ans. Quand j'étais presque encore petit, à la campagne, j'attendais que la nuit d'été fût très noire pour installer le haut-parleur de mon Thépaz en haut du grand tilleul et j'écoutais la note T en comptant les étoiles, couché dans l'herbe, et des vagues de chagrin voluptueux me couraient sur la peau comme quand on est loin de l'autre qu'on aime et que c'est déchirant pour les joies ordinaires. Aujourd'hui, j'ai une maxi-chaîne 2 x 100 watts. En grandissant, l'oreille s'affine et le cœur se serre. W comme Warszawa, Varsovie. Ville polonaise où les arbres ont le droit de pousser la nuit. X comme Xaintrailles ou Saint-Trailles, Pierre-Henri II. Zoologue français, 1904-1980, descendant direct du maréchal Jean de Xaintrailles, 1400-1461, qui accompagna Jeanne d'Arc au siège d'Orléans, à Chinon, à Vendôme, à Rouen. Bref, c'est tout juste s'il n'accompagnait pas au cabinet. Pierre-Henri de Xaintrailles fut le premier zoologue français à s'intéresser aux gnous. Il est de fait qu'à part l'admirable poème d'Alfred de Vigny, La mort du gnou, aucun ouvrage sérieux n'accordait à ce fier bestiau sud-africain la place qu'il méritait dans la littérature animalière scientifique. Dans ses 2 essais majeurs, Sur les gnous et Le gnou des Baskerville, parus respectivement en 1947 et 1951, après les 2 séjours de Xaintrailles à Baskerville, Afrique du Sud, l'auteur nous décrit par le menu les mœurs et coutumes d'une famille de gnous dont il partagea la tanière pendant plus de 6 mois avant de s'apercevoir que c'étaient des vaches. En 1978, Xaintrailles retourne en Afrique à la demande du gouvernement belge pour étudier d'autres anthropoïdes. Le savant sillonnera pendant plus de 6 mois les bords de l'équateur avant de publier son 3e essai scientifique uniquement consacré aux grands singes. On en retiendra essentiellement le chapitre 4, dans lequel l'auteur nous décrit par le menu les mœurs et coutumes d'une femelle de gorille dont il partagea la tanière pendant 3 mois avant de s'apercevoir que c'était un mâle. Parmi les autres animaux sauvages étudiés par Xaintrailles, citons en vrac le rat des champs, la vache rieuse, le compère liroli, la mésange fouille-merde, le crapaud joli. Avant de mourir le 6 mars 1980, broyé sous un cajot d'asperges, alors qu'il étudiait le rat des villes à la loupe devant chez Fauchon, Xaintrailles dit « Ah !» Y comme Yangtze-Kiang. Le plus long fleuve de Chine, appelé aussi fleuve bleu, bien qu'il tire sur le rouge, alors qu'en Chine c'est interdit. Le Yangtze-Kiang est un fleuve surprenant. Un de mes amis brasseur d'affaires international, qui l'avait bien descendu et à qui je demandais ses impressions, m'a répondu « Le Yangtze-Kiang est un fleuve surprenant ». C'est bien ce que je disais. Z comme Zamenhof, Lechzer Ludwig. Médecin et linguiste polonais, né à Białystok, 1859-1917. On lui doit l'invention de l'espéranto. Tout le monde s'en fout et c'est dommage.
Quand on sait qu'à la base de tous les conflits, de toutes les haines, de toutes les guerres, de tous les racismes, il y a la peur de l'autre, c'est-à-dire de celui qui ne s'habille pas comme moi, qui ne chante pas comme moi, qui ne danse pas comme moi, qui ne prie pas comme moi, qui ne parle pas comme moi. Quand on sait ces choses, dis-je, on est en droit de se demander si, par-dessus les têtes couronnées des potentats abscons qui nous poussent au massacre tous les 4 printemps, l'usage d'une langue universelle ne saurait pas nous aider à résoudre nos litiges et à tolérer nos différences avant l'heure imbécile du fusil qu'on décroche et du clairon qui pouette. Enfin, bon, utopie. Lechzer Ludwig Zamenhof est mort à Varsovie le 5 septembre 1917 dans des circonstances dramatiques. Il n'est pas trop fort de dire qu'il est mort pour l'espéranto. Ce jour-là, il descendait la Vistule. Un alligator, d'autant plus désagréable qu'il s'emmerdait tout seul, la proportion d'alligators par habitant en Pologne n'atteint pas 0 pour 1000, fit volontairement chavirer son frêle esquif dans les eaux troubles et glauques. L'alligator, qui ne savait pas nager, coula à pic. Quant à Zamenhof, c'est en vain qu'il appela à l'aide les nombreux pêcheurs à la ligne, témoins du drame. Aucun de ces braves hommes ne parlait l'espéranto. Aucun ne comprit que le vibrant « Au secours » poussé par Zamenhof signifiait « Au secours ». Ainsi, alors que d'autres, comme la marquise de Pompadour, réussissent une carrière grâce au maniement d'une langue, Lechzer Ludwig Zamenhof mourut d'avoir voulu montrer la sienne à tous les passants. Aujourd'hui, Zamenhof repose à l'ombre d'un grand cyprès dans le cimetière juif de Varsovie. Pourquoi au cimetière juif, alors que de notoriété publique, il était plus catholique qu'un essaim d'intégriste? Parce que Zamenhof, jusqu'au bout fidèle à son idéal, avait exigé que l'adresse de sa dernière demeure figurât en espéranto sur le couvercle de son cercueil. Pour un croque-mort polonais, hélas, l'espéranto, c'est de l'hébreu.